Au sommaire dans ce journal, le gouvernement Samalou Condé II, les réactions continuent à tomber plusieurs fois. Salue le choix de Jean-Pierre Bemba à la défense nationale. C'est le cas avec Nikes Kibel, l'expert de questions militaires, estime que Bemba amènera un vent nouveau. À la une également, la crise de la farine de maïs continue à sévir. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, plaide pour la facilité fiscale pour résorber le mal. À l'international, les députés du Burkina Faso adoptent un projet de loi pour renforcer la neutralité politique dans l'administration. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue dans cette session d'information. Les FARDC par le biais de son porte-parole, le général Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain rejettent formellement les accusations portées contre elles par le mouvement du M23 dans deux de leurs derniers communiqués. L'armée congolaise les qualifie mensonges grossiers, traduisant la volonté délibérée de saper la morale publique internationale Enokisei. Ayant réagi à ces propos, qu'elle qualifie des mensonges grossiers, le FARDC renseigne que ce communiqué découle de la stratégie de l'armée rwandaise de préparer l'opinion afin de justifier ensuite les graves violations des engagements et de cesser le fait que c'est hors la loi et leurs alliés n'ont jamais respecté. Bien plus, ces communiqués s'illustrent par des propos insensés qui ne tiennent pas compte ni des contingences géographiques, historiques, sociologiques ou encore moins stratégiques de la RDC. Vautrés dans leur posture injurieuse et arrogante, les auteurs de ces communiqués laissent volontairement apparaître un mépris à l'endroit de la détermination du peuple congolais de défendre l'intégrité territoriale de son pays, peut-on lire dans ces communiqués. Le porte-parole de forces armées Ekenge Bomoussa et Fomi Sylvain précise que cette méprise pousse ses assaillants à ignorer que toutes les localités et agglomérations qu'ils occupent font partie intégrante des 2 345 410 km² de la RDC. Comme hier, aujourd'hui et demain, ces entités du territoire national ne resteront aucunement sous les bottes rwandaises dont l'unique objectif poursuivi est la commission des crimes. Contre vents et marées et par des moyens légaux en leur possession, le FARDC y parviendront, quoi qu'il en coûte. Car qu'il neige ou qu'il pleuve, la République démocratique du Congo restera une et indivisible dans les limites géographiques nous léguées par nos aïeux, ajoute-t-il. Il faut dire que le mouvement du M23 a publié une série de communiqués le 17 et 22 mars 2023, accusant le FARDC d'occuper les zones où leur mouvement s'était retiré et des zones fortement peuplées pour les attaquer. Toujours dans le domaine de la sécurité, la nomination de Jean-Pierre Bemba comme vice-premier ministre de la Défense va insuffler un vent nouveau au FARDC. C'est du moins ce que pensent des spécialistes à l'instar de Nikes Kibel. L'expert en questions militaires estime que le leader du MLC a la carrure et connaît bien les réalités autour de l'agression à l'est du pays. Et son passé avec l'Ouganda ne devrait pas constituer un obstacle. Le nouveau chef de la défense est décrit comme un acteur indépendant d'esprit. Nikes Kibel a été joint par Patrick Ilunga. La nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo au ministère de la Défense est une très bonne chose. Parce que d'abord, l'homme a le charisme d'un militaire. Même s'il n'a pas fait de sciences militaires, mais il a la carrure d'un chef de guerre. Et il connaît bien les réalités de la guerre d'agression de l'Est. Il pourra donner un souffle nouveau au FARDC. C'est vrai, la tâche n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de défis au sein même du FARDC, en commençant d'abord par les effectifs. Mais ce qui est plus important, c'est le souffle nouveau qu'il va donner, qu'il va implémenter à la guerre. Et ça, c'est ce qui est plus important, à condition que lui-même prenne le travail au sérieux. Nous avons Jean-Pierre Bemba, jeune chef rebelle, Jean-Pierre Bemba en maturité avec tout ce qu'il a passé comme expérience de la vie, les hauts et les bas. Ce n'est plus le même homme. Maintenant qu'il a beaucoup de maturité, nous supposons, il sait comment il peut réorganiser l'armée. Il n'est pas chef de guerre. Il n'est pas le commandant suprême, il est le ministre de la Défense, c'est différent. Pas le chef d'état-major général. À l'époque, quand il était rebelle, il était tout à la fois. Il était le commandant suprême, le chef d'état-major général, donc c'est comme ça qu'il a assumé cette responsabilité-là. Aujourd'hui, lui n'est pas le commandant suprême, il n'est pas aussi le chef d'état-major général. Il est le ministre de la Défense.
Donc celui qui fait la politique avec les commandants suprêmes, la politique de l'armée. Nous qui avions côtoyé Jean-Pierre Bemba à l'époque, avions admiré son esprit indépendantiste. Tout en étant parrainé par l'Ouganda, Jean-Pierre Bemba a un esprit libre. C'est vrai ce que vous soulignez. Ce qui est plus important, c'est la RDC. Les ambitions de l'Ouganda ne sont pas les mêmes que les ambitions de la RDC. Et là, Jean-Pierre Bemba est jugé au résultat. Donc, les bonnes relations peuvent y être, mais c'est d'abord la RDC qui doit primer. Il n'est plus le chef rebelle qui combattait Kinshasa. Maintenant, il est le ministre de la Défense dans un pays agressé par son ancien parrain, par ses anciens parrains. Donc, la donne change. De la défense à la sécurité, c'est quasiment le même secteur si Jean-Pierre Bemba, qui a hérité du portefeuille de la défense, n'est pas à son premier poste de gestion. Le vice-premier ministre Peter Kazadi, lui qui fait son entrée dans la gestion de l'exécutif, il a hérité du portefeuille de l'intérieur et sécurité. Mais qui est-il au juste et quels sont les défis qui les attendent? Tentative de réponse avec Dieudonné Boanali. Avocat au barreau de Kinshasa et cadre du parti présidentiel IDPS, Maître Peter Kazadi Kankonde est le nouveau ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, nommé par ordonnance présidentielle du 24 mars 2023. Il remplace ainsi Daniel Asselo à ses postes ministériels. Le nouveau patron du territoire va devoir s'occuper de l'administration intérieure du pays, notamment de la police nationale congolaise, de la direction générale des migrations, mais aussi de la gestion des multiples crises politiques au niveau des provinces. Ces conflits politiques s'observent dans plusieurs provinces du pays. À titre illustratif, la province du Sud Kivu, où le gouverneur vient d'être réhabilité pour la 4e fois par la haute cour, après avoir été déchu par des élus provinciaux qui l'accusaient d'incompétence et de mégestion. Peter Kazadi sera aussi appelé à jouer un rôle important dans l'anéantissement total du phénomène Kuluna dans les grandes villes du pays et du conflit interethnique dans la province de Mai-Ndombe, en territoire de Kwamut, entre les Teke et Yaka, qui se disputent des terres, mais aussi dans la province de l'Ituri, où sévissent les milices locales d'autodéfense, à l'occurrence Codeco, Zaïre, pour ne citer que celle-ci. Bon vent au nouveau ministre de l'Intérieur. Et puis, mois de mars oblige, coup de projecteur sur les femmes qui composent l'équipe Samalou Kondé 2. Elles sont au total 16 femmes, soit une représentative représentativité de 28% contre 27% de l'équipe Sama 1. Nous vous présentons à travers ces récits les femmes nouvellement nommées, mais aussi celles qui sont reconduites d'Amani Mujinga. Ce gouvernement Sama 2 est une preuve que les femmes sont de plus en plus présentes dans les postes de décision de la République. Il compte maintenant 16 femmes, mais cette fois-là, aucune d'entre elles n'est promue à la vice-primature. En revanche, 4 d'entre elles sont nommées comme ministres d'État. Il y a Eve Bazaïba à l'environnement et développement durable, Rose Mutombo à la justice et garde des sceaux, Adel Kainda au portefeuille. La nouvelle venue, c'est Toluka Judith qui est nommée ministre d'État en charge du plan. En ce qui concerne les femmes qui sont nommées ministres, il y a Claudine Doucy et Kipoulou, respectivement reconduites au ministère de l'Emploi et au ministère de la Formation professionnelle, Katungu Foura reconduite à la culture, Samba Kalambay Antoinette reconduite aux mines, Anne-Marie Karoumé aux relations avec le Parlement et Nana Manouanina reconduite ministre près le président de la République pendant que Massangu Bibi Mireille fait son entrée au ministère du genre, famille et enfants. Quant à Irène Essambo, elle a aussi gardé son poste de ministre délégué près du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap. Pour les vice-ministères, la nouvelle a fait son entrée est Wivin Moleka qui est nommé vice-ministre des hydrocarbures, alors que Ntsele Onej, Aminata Namassia et Séraphine Kilouba sont reconduites respectivement à leur poste de vice-ministre des Finances, vice-ministre de l'EPST et vice-ministre de Transport. Le nouveau gouvernement compte donc 28% des femmes, soit une légère hausse par rapport au gouvernement Sama 1 qui comptait 15 femmes, soit 27% des 56 membres.
L'ONG IPJ-ID, en collaboration avec l'Institut du pétrole et gaz, a organisé une journée de promotion de l'intelligence féminine dans l'ingénierie. Il était question lors de ces assises de présenter de projets de jeunes étudiants de la jointe féminine aux diverses entreprises présentes lors de la dite cérémonie. Blaise Kouzola et Giscard Tamba étaient présents à cet événement. UC Tennis, c'est samedi 25 mars 2023 à l'Institut du pétrole et du gaz, situé dans la commune de Limete à Kinshasa, de la journée de promotion de l'intelligence féminine dans l'ingénierie et entrepreneuriat organisée par l'ONG IPG-ID qui coordonne M. James Osako. Après l'hymne national et la prière d'ouverture, plusieurs projets entrepreneuriaux et techniques ont été présentés par plusieurs étudiants notamment. Plusieurs personnes ont répondu présent à ces assises, notamment la représentante du ministère de l'ESU en charge de la coopération internationale, Mme Jenny Nzamou. Plusieurs autres personnalités ont intervenu à ces assises, donnant des recommandations aux étudiants et corps professoral, mais également académiques présents, dont le secrétaire général académique de l'Institut, mais aussi l'assistant du directeur général de la dite institution empêché, qui ont eux aussi encouragé les étudiants à présenter de tels projets. Au sortir de ces assises, quelques intervenants ont réagi. Personnellement, dans ma domaine, parce que je suis responsable d'une société pétrolière dans le domaine de la commercialisation du produit pétrolier, j'ai eu beaucoup plus à retenir les projets Uzuri et les projets Kaleza, je crois, exposés par l'étudiante exaucée. Ce sont vraiment des projets que nous devrions encourager personnellement. Ce sont des projets d'énergie renouvelable dont je pourrais même demander au niveau du ministère des hydrocarbures si ça pourrait être possible qu'on puisse intégrer ces projets au niveau de la SOSIR. Nous avons assisté à la présentation des différents projets, en tout cas des projets qui nous laissent croire que la RDC est dotée non seulement des richesses du sol et du sous-sol, mais la RDC est dotée d'un capital humain très efficace. En tout cas, j'ai aimé la journée, l'exposition des différents projets, surtout dans les domaines pétroliers, la transformation des plastiques en carburant. J'ai aimé. Il faudra noter que cet événement a été organisé dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme. Je l'ai annoncé en titre, le gouverneur Jacques Kaboula est de retour à Lubumbashi après avoir eu un séjour à Kinshasa où il a entrepris un plaidoyer pour l'exonération de taxes à l'importation de la farine de maïs dans le Haut-Katanga. Objectif de la démarche, obtenir des facilitations fiscales afin de résorber la crise de la farine de maïs et ses effets sur le Haut-Katanga. Suivez. Le gouverneur de province tient à faire inonder le marché louchois de la farine de maïs pour résoudre la rareté de cette denrée alimentaire. Voilà pourquoi Jacques Kaboula Katoué a séjourné dans la capitale Kinshasa pendant 2 jours. Le gouverneur a rencontré dans la capitale sa hiérarchie pour obtenir l'exonération sur les importations de la farine de maïs. Comme vous le savez, avec la crise de la farine de maïs qui frappe notre province, nous avons séjourné à Kinshasa pour 48 heures pour des contacts avec la haute hiérarchie afin que nous puissions voir comment faciliter le commerçant à obtenir une exonération totale parce qu'actuellement il faut faire recours à des pays voisins et quelle que soit la distance, il faut absolument qu'on ait du maïs et de la farine dans les jours qui suivent et conséquemment il fallait nous obtenir une exonération, c'est bien sûr en cours. Durant son séjour à Kinshasa, le gouverneur a appris avec peine l'incendie qui a consumé un des magasins des établissements Jumbo Mart, partenaire de son gouvernement. Une équipe d'enquête est déjà mise en place pour déterminer l'origine du feu qui a emporté tout le magasin. Nous sommes totalement tristes de voir que sur une petite période d'une semaine, qu'on ait 2 grands magasins qui connaissent presque le même sort, c'est-à-dire le cas d'incendie. Alors nous avons instruit qu'on mette en place une commission d'enquête pour savoir quelle est l'origine de cet incendie. Est-ce qu'il s'agit d'un acte prémédité ou d'un acte accidentel?
Et donc tout cela nous sera éclairé dans les jours qui suivent. Sinon, nous voulons rassurer tout le monde que nous sommes vigilants pour sécuriser les personnes et leurs biens, comme le recommande le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin que les gens puissent aller aux élections paisiblement et que nous puissions amener notre pays au développement. Pour rappel, le supermarché Jambo Mart de Lubumbashi a pris feu dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 mars 2022. L'origine de cet incendie reste jusque-là inconnue. Au-delà de nos frontières. Les députés de l'Assemblée législative de transition ALT au Burkina Faso ont adopté un projet de loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Le texte qui fait l'objet de vives critiques dans le pays devrait, selon le gouvernement, permettre de placer la méritocratie au centre du recrutement des agents de l'État. Edouard Funda. Législatives des transitions ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Selon le gouvernement, ce texte de 37 articles devrait permettre d'éradiquer le phénomène de politisation et ses conséquences qui minent l'administration publique depuis des décennies. Cette loi, dont l'origine remonte à 2015, devrait également contribuer à la mise sur pied d'une administration publique plus performante et plus productive au profit des citoyens burkinabés. Depuis son adoption le 16 mars 2023, la loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique fait l'objet de critiques récurrentes. En effet, selon certains acteurs politiques et de la société civile, cette loi vise l'exclusion des militants des partis politiques dans l'occupation des postes au sein de l'administration publique, avec des incidences également sur les pratiques religieuses. Au Burkina Faso, selon un récent rapport d'audit du ministère de la fonction publique, plus de 2000 fonctionnaires auraient été recrutés dans l'administration publique via des paramètres douteux, d'où la nécessité pour les autorités de doter le pays d'instruments juridiques pour proscrire les recrutements, nominations et promotions basées sur les liens politiques. Pour améliorer la production cotonnière au sein de l'Union, l'Organisation régionale des interprofessions de la filière du coton des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africain a été mise sur pied. L'institution a pour objectif le renforcement de la compétitivité de la filière coton. Edouard Funda. Avec une production annuelle moyenne estimée à 2 millions de tonnes de coton graines et de plus de 900 000 tonnes de fibres de coton, la culture du coton représente 31,8% des exportations agricoles de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Seulement, la filière reste confrontée à plusieurs difficultés. Il s'agit notamment de la production et du développement des chaînes de valeur. Pour pallier les problèmes, les acteurs du secteur ont procédé à la création de l'Organisation régionale des interprofessions de la filière coton des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'issue de l'Assemblée générale constitutive de l'ORIC et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Mathieu Adjovi a été élu président de cette nouvelle organisation régionale dont le siège sera basé en Côte d'Ivoire. Le Béninois Mathieu Adjovi aura pour mission de contribuer au développement durable de cette filière stratégique pour le développement économique et social des États membres de l'Union. Ceci à travers la mise en œuvre de l'agenda de la compétitivité de la filière coton-textile de l'Union économique et monétaire ouest-africaine adoptée en décembre 2022, dont la vision est la transformation locale de 25% de la production annuelle de la fibre de coton en y créant des milliers d'emplois traditionnels. Au sein de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la culture de l'or blanc impacte plus de 15 millions de personnes et représente 76% de la production africaine. Ce journal est presque fini. Voici le rappel de titres. Les gouvernements Samalou Condé 2, les réactions continuent à tomber. Plusieurs voix saluent le choix de Jean-Pierre Bemba à la défense nationale. C'est le cas de Nikes Kibel, l'expert de questions militaires, estime que Bemba amènera un vent nouveau. La crise de la farine de maïs continue à sévir. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, qui plaide pour la facilité fiscale pour résorber le mal.
Et les députés du Burkina Faso adoptent un projet de loi pour renforcer la neutralité politique dans l'administration. Avoir suivi et bonsoir sur vous, bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.